Bien, bonsoir. Alors, je vais vous montrer du travail, hein, du travail sur plusieurs années, parce que ce n'est pas toujours les réalisations les plus récentes qui font sens. Je crois qu'on évalue un travail sur la durée, sur 10 ans, 12 ans, 15 ans. Il y a même des vieux projets comme ça permet d'évaluer le niveau de dérive. Hein. Voilà. Alors, ça, c'était la première expérience dans les bétons fibrés ultra performants. C'était un pont à Séoul. Je n'ai pas maîtrisé le chantier, il n'a pas été réalisé comme je le souhaitais, sauf cet arc-là tendu en béton, celui-là, parce qu'il était défendu par une technologie assez savante et il ne pouvait pas trop y avoir d'interprétation possible. Voilà. C'était une mise en lumière de Kersalé qui avait été plus ou moins été réalisée fidèlement. C'est très intéressant ce que les Coréens l'ont appelé ce pont à l'arc-en-ciel, alors que moi tout ce que je voulais faire c'était un string. Alors, une autre expérience à Rome qui est tombée à l'eau, sur le Tibre, voilà. Ça, c'est pour un artiste, Mathieu Briand, un artiste qui plaide contre le nomadisme et qui plaide pour l'enracinement territorial du travail d'artiste. C'était censé être sa demeure. Alors, c'est un bloc massif de béton. Vous voyez, on est dans l'épaisseur. Ça, c'est la vue en plan, ça, c'est la vue en coupe. Peut-être que ça, c'est la vue en plan et ça, la vue en coupe. De toute façon, ça ne change rien. Hein. Évidemment, ça part de paranoïa. Hein. Ça, c'est une reconstitution en acier provisoire à l'échelle 1 devant le Grand Palais, enfin devant le Palais de Tokyo. Voilà. Là, ici, à Montmajour, une belle plaque de béton au sol. Je suis très très fier d'avoir fait cette plaque de béton. Voilà. Plaque de béton. Une plaque de béton posée sur un sol qui, lui, n'existe pas, hein, parce qu'il n'est pas référencé. Il y a toujours des couches de remblai successives. Et puis, à l'intérieur, une plaque de béton, comme vous le voyez, qui suit une légère pente naturelle sur le sol dans laquelle on intègre courant fort, courant faible, chauffage, etc. Et qui ne touche jamais, qui ne fait qu'effleurer les façades de pierre classées monuments historiques, évidemment. Donc, quand j'ai fait ce projet, on m'a dit, mais comment ça, vous mettez du béton dans une abbaye, c'est pas naturel. J'ai dit, mais si, c'est naturel, c'est du sable, de l'eau, du ciment, des graviers, c'est du produit naturel. On dit, oui, mais c'est pas réversible. Je dis, si, parce que c'est marteau-piquable. Alors, au fond, là, derrière, il y a des citernes, on ne sait pas très bien ce que c'était. Là, on a des caniveaux hydrauliques. Vous savez, l'abbaye de Montmajour, c'est à côté d'Arles, dans les rizières. On s'est toujours posé la question, qu'est-ce qu'ils faisaient de ces citernes? Parce qu'il n'y a pas de traces de calcaire, il n'y a pas de traces de vin. Donc une hypothèse m'est venue que ça pouvait être du saké, que les moines de Montmajour faisaient du saké avec le riz. Et donc on peut imaginer le saké coulant dans les rigoles, d'où la couleur bleu électro, comme ça. Hein. Chacun son attitude conceptuelle, la mienne elle est à ras-les-goûts. Et en même temps, j'imaginais les moines avec la langue dans le caniveau en robe de rubure avec des orteils énormes, et pas que ça d'énormes d'ailleurs, en train de lécher, de s'enivrer de saké, la main contre le mur, et puis de ce coup ivre de dégueuler par terre, d'où la distance béton-pierre. Enfin bon, voilà. Je sais qu'il faut toujours être très théorique dans une école d'architecture, donc j'y mets les mains. Voilà. Ici, on a la passerelle qui, lui, vous voyez, ne touche pas les murs, et c'est le défaut de parallélisme des piétements qui, lui, dans les 3 dimensions, produit le contreventement de cette très longue passerelle. Voilà. Vous avez noté qu'il n'y a pas de sol minéral, qu'on a de la terre, et la lumière sort de la terre de manière indirecte, histoire de poser la question, toc toc, qui est là, poisson ou bureaucrate? Bon, il faut suivre. Hein. Une autre expérience, ça c'est un dessin. C'est une coupe longitudinale. En gros, je n'ai pas d'idée en architecture, je me répète, la longueur de la façade égale la longueur de la piscine, la hauteur de la façade égale la profondeur de la piscine, la largeur de la maison égale la largeur de la piscine. Du genre, j'ai pas d'idée en architecture. Comment est-ce que je peux tuer cette espèce de voyage névrotique qu'est le minimalisme, c'est en tuant dans l'œuf tout le dispositif obséquieux de l'écriture minimale. Pour y arriver encore, faut-il être dans une transcendance qui passe par la culture du travail et celle de l'effort. Ça, c'est un moule, ça, c'est un prototype, ça aussi, ça, c'est une perspective. C'est la perspective, et quand j'ai montré cette perspective au propriétaire qui est un copain, d'ailleurs, ça fait 10 ans qu'il y a un chantier, cette maison. Et puis là, on fait la maison quand il en a envie, en fait. Hein. Il a déjà une maison à côté, alors bon, il s'en fout.
Et puis, j'avais vendu cette perspective. Et puis après, j'ai mis des piliers dans les plans. Et puis il me dit, qu'est-ce que c'est ces plans-là? Qu'est-ce que c'est ces piliers? Je dis, mais attends, il faut bien porter la toiture. Il me dit, tu te fous de ma gueule? Tu m'as vendu une maison. Vous savez comment on est les architectes? On fait tous des porte-à-faux comme ça pour faire les malins. Sauf qu'un porte-à-faux de 7,80 m, il faut le sortir quand même. Hein. D'accord? Il m'a dit, moi je ne veux pas des piliers, je veux mon projet. Tu sais, comme dans le film de Pagnol, mon eau, je veux mon eau, tu vois. Hein, le Crétacé, Jurassique ou pas, tu vois. Bon, et donc il a fallu qu'on se farcisse effectivement un travail de recherche-développement sur un de ces premiers projets de BFUP en France pour faire ce porte-à-faux qui a été identifié mécaniquement effectivement par l'ingénieur Romain Ricciotti avec qui je travaille. Voilà, ça c'est le sous-sol. Bon, la piscine avec des trous, bon, tout ça c'est un peu du cinéma. Enfin, bien que la lumière qui passe entre les planchers, la piscine, etc. Voilà. C'est ça qui est beau, c'est la toiture. Le rêve de l'architecte, en tout cas le mien, c'est de faire du béton étanche. Et lorsqu'on est dans des bétons fibrés ultra performants, on est dans un empilement granulaire exceptionnel. Je viens d'avoir une jolie conversation avec les gens de Cratère. Je suis allé m'empresser, ventre à terre, les saluer, avec toute l'estime, l'affection, l'admiration que je porte pour leur recherche. Et on a échangé quelques mots sur l'idée que ce que la terre et le béton partageaient, c'était finalement cette recherche de réduction des vides, c'est-à-dire de réduction des vides pour avoir un empilement granulaire le plus dense possible. Évidemment, par voie de conséquence, à ce niveau d'empilement granulaire, à 0,3% contre 5-6% en béton normal, on peut être considéré comme imperméable. Attention, pas étanche, parce que le phénomène d'étanchéité est lié à des phénomènes gazeux également. C'est pas le même bonjour. C'est pas la même. Bonjour. Voilà. Et qu'est-ce que je disais là? L'étanchéité. Donc il n'y a pas d'étanchéité. Bonjour. Ouais. Vous voyez, là, vous enlevez, ça tient, cette toiture tient, le porte-à-faux est jusque-là, ça fait 7,80 m, et puis là, il y a 2 mètres. Donc, la ligne d'appui, vous vous en doutez, elle est là où on a le maximum de moments fléchissants sur appui. Et là, vous voyez les petits papillons, si vous y allez la nuit, vous dévissez les papillons, et vous prenez une toiture de 3 tonnes sur la tranche. 17 fois 3 tonnes, c'est pas mal. Voilà. Ça a une dizaine d'années, ce projet, quand même. Hein. Alors, c'est totalement hors champ normatif. Hein. C'est totalement expérimental. Là, on n'est pas dans l'expérimental, on est dans du béton autoplaçant, avec une obsession linguistique, c'est-à-dire un seul type de matériau pour la terrasse, pour la piscine, pour le sol, pour les murs, pour la toiture. Voilà. Du béton autoplaçant, une technique courante. Donc vous le voyez, je fais de l'architecture de gesticulation. Je suis un architecte de la gesticulation. Tous les matins, quand je me lève, je me dis, je veux, tu vois, je veux gesticuler. Voilà. Je ne sais pas comment l'exprimer, quoi, tu vois. Voilà. Alors que je sais que pour la plupart de mes confrères, le truc, c'est d'être radical tous les matins qui se lèvent, lorsqu'ils se lèvent. Et de vous à moi, chers confrères de première année, nourrissez plutôt le projet la nuit d'être radical plutôt que l'inverse. Hein? Non? Plutôt que de gesticuler la nuit. Enfin, voyons, on est fort. Bon. Ce qui est extraordinaire avec ce béton sombre, c'est qu'on a les reflets, vous avez vu, on a les reflets de l'eau. Avec un travail de géothermie dans le sol qui fait que c'est une maison orientée plein sud, qui n'a pas de protection solaire, sauf le débord de toiture, comme vous avez vu. Une maison qui est à très faible bilan thermique, en fait. Qui est une espèce de puits, une espèce de puits provençal aussi, un rafraîchissement qui se fait par la température sous la terre. Ça, c'est un bâtiment qui était condamné à la démolition. Une coupe pour les amateurs, j'adore les coupes longitudinales, ça fait historiciste. Hein. C'est vrai, parce que les modernes adorent les coupes transversales. Moi, j'adore les coupes longitudinales. Voilà. Voilà.
fait jamais faire chez les étudiants des coupes longitudinales. Et pourtant, ça parle d'autre chose. Hein. Donc ce bâtiment était voué à la démolition, il était classé comme un bâtiment impur par les bâtiments de France, il y avait un foisonnement de poutres incroyable. Donc finalement, moi j'ai refusé de détruire ce quasimodo de béton et j'ai fait scanner 740 poutres en béton. Enfin, j'ai demandé poliment à l'entreprise de scanner 740 poutres en béton, bureau d'études. Vous savez, il y a un mot magique dans ce métier, c'est s'il vous plaît, il y en a un deuxième, c'est merci. Hein. Voilà, il faut dire aux étudiants de première année, ne vous prenez pas pour des caïds, hein. D'accord? Il y en a qui tirent plus vite que vous, tout le temps. Et tu notes, il y en a qui tirent plus vite que nous. Et donc moi j'ai refusé de démolir ça. 35 000 m² de plancher, ça faisait peut-être, vous imaginez, 3500 poids lourds qui devaient traverser Paris, hein, des 15 tonnes, des molosses, évacués. Quelle honte. Pourquoi? Parce que ce bâtiment, finalement, les historiens n'ont pas arbitré l'architecture de béton en France, ont surtout arbitré l'architecture de l'acier, celle des grands magasins, etc. Voilà. Et je pense que ce bâtiment, construit en 1907, était le premier bâtiment post-moderne en France, qui s'était fait un look haussmannien, avec une toiture à la mansarde, tout ça est en béton. Hein. Voilà. Incroyable quand même. Revêtu d'enduit à la chaux, bâtard, mixte et finition peinture minérale. Voilà. Donc on a fait des recherches pour finir le même truc. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai un confrère qui m'a dit, tu sais, j'aime bien ton travail, mais franchement, j'aime pas tes façades. C'est bon, alors qu'on est dans la réhabilitation, tu vois, dans la restitution, dans le drapé, dans la dignité d'origine. C'est intéressant. Ça, c'était un des premiers travaux aussi de moulage du béton. C'est du béton, ça, on dirait du caoutchouc. Il y a un moule en silicone, on voit l'empreinte des doigts. Et qu'est-ce que vous avez tous à tousser, là? Hein? Faut arrêter de fumer, putain. Ouais. Ça, c'est des lumières de Ker Salé, parce que c'est des lumières anti-pigeons. Quand les pigeons s'approchent, hop, ils se mettent en colère. Il est un peu gaga, Ker Salé, quand même. Ça, en 1999. Alors, je le dis pour messieurs les professeurs, pardon d'avoir dessiné en 1999 un projet qui ressemble à celui que Toyo Ito dessina à Tokyo en 2002. C'est clair? Pas d'objection? À la différence que moi, je suis vraiment un couillon. Parce que sur le projet Toyo Ito, qui est magnifique, que j'ai vu, qui ressemble, il y a une narration commune quelque part, un système arborescent, lui, il a des façades qui ne portent... Sa façade ne porte qu'elle-même, puisque les planchers portent sur des reforts, pour ceux qui ont visité. Et là, moi, j'étais assez con pour faire des façades porteuses. J'adore être réactionnaire en architecture. Donc, on a un système en pointillé comme ça. 99, ça fait pas mal d'années. J'ai épuisé, c'était l'ingénieur à l'époque qui s'appelait Serge Voline. J'ai demandé de voir quel pouvait être le comportement en configuration sismique, quelles pouvaient être les souffrances majeures que la structure reçoit, pour qu'elle puisse être expressive d'une certaine linguistique réactive, réactionnaire en quelque sorte, aux déplacements horizontaux, c'est-à-dire le régime des efforts en configuration sismique. Alors ça a donné ça au bout d'une vingtaine de modélisations numériques. Bon, c'était il y a quand même déjà 15 ans, hein, pratiquement, ouais. 14 ans. Ce que j'ai découvert dans cette expérience, c'est que le rationalisme constructif n'existe pas. Voilà. Alors ça pourrait faire l'objet d'un débat. Hein. Par exemple, que les efforts sismiques font souffrir davantage les bâtiments dans les structures verticales plutôt qu'aux encastrements. C'est curieux. Et que c'est les efforts à la compression qui sont dimensionnants. Intéressant. Ça veut dire, par voie de conséquence, que l'accumulation de la descente des charges n'est pas dimensionnante de la section des poteaux. Donc, ce sont les déplacements horizontaux. Il faut quand même aller le comprendre, ça. Hein. C'est comme ça que j'ai compris pourquoi les rugbymen avaient des cuisses musclées. À cause des déplacements horizontaux dans la mêlée. Ça aide d'avoir fait des études d'architecture. Hein. Bon, il n'y a que du béton et du verre, un bâtiment qui n'a que la peau et les os. Voilà. Ça, c'est le même projet s'appelle en Sibérie. Moi, j'ai aucune figure, je prends un projet, je le reproduis en Sibérie, au Guatemala, etc. Non, il neige Aix-en-Provence, c'est incroyable. Au fond, juste noter que là-dessus, la question de la correction acoustique est abordée par le traitement du béton, cannelé et lisse là, donc il n'est pas réverbérant de la même façon. Nul besoin de plâtre. J'avais aussi dessiné ces sièges.
Il s'est battu avec la complicité d'Angelin Prat-Jocage, d'ailleurs, le chorégraphe, pour ne pas avoir d'accoudoir. Vous imaginez une salle de spectacle sans accoudoir. Tout ce qui peut se passer la nuit. Hein, entre ceux qui s'endorment, ceux qui se tripotent, ceux qui s'allongent. Je ne vous le dis pas. Hein. Vous voyez ce que je vous disais sur les structures? À gauche, il y a un escalier. Cet escalier, il ne fait que la moitié de ce qu'il doit être, parce qu'il y a un plan d'urbanisme dessiné par Bouygas. Et cet escalier, le bâtiment fait 36 mètres et l'escalier fait 18 mètres. Je dis mais pourquoi? Parce que c'est un escalier qui va de la place Mozart à la place François Mitterrand. Il y a 3 personnes qui passent par jour. Hein. C'est terrible. On nous a fait chier avec cet escalier-là. Impossible de le réduire. On manquait de place pour ce bâtiment. Impossible de bouger, de gratter 1 mètre ou 50 cm. Alors on a essayé la couleur d'oublier l'escalier, mais ce qu'on escalier est toujours là. On a même essayé de rendre le bâtiment enragé ou cardinalesque. Il est toujours là. Ça mène loin l'urbanisme. Hein. C'est terrible l'urbanisme. L'escalier public. Tu vois, on est à mi-chemin entre la paranoïa du Potemkin, il ne manque plus que la poussette. Hein. Mais qu'est-ce que je raconte là? 1990. Je l'aime bien ce projet, c'est pour ça que je veux vous le montrer. Vous n'étiez même pas nés peut-être, hein, les étudiants. 90, 2000, quoi, 2003, c'est ça, hein, 2013. Ah ouais, ça fait 23 ans. C'est ça? Vous n'étiez même pas nés, les étudiants de première année. On est compte les saloperies que je faisais, moi, en Provence? Hein? Hein? Un bunker. Moi, j'ai été tricard pendant des années à cause de ça. Hein. C'était une ancienne décharge à ordures, un site sur lequel il y a une décharge de bauxite également, posée sur des pieux de 18 mètres. C'est un bâtiment qui est fondé sur des pieux de 18 mètres, puisque le sol, c'est que des ordures, des machines à laver, des papiers gras, des banilons, des conneries comme ça. Il y a un problème de stabilité. Hein. Les façades sont dimensionnées comme des planchers, parce que les efforts horizontaux dus au vent sont supérieurs au poids propre de la descente des charges des façades augmentées de la surcharge de la couverture. Vous arrivez à suivre? Un carré noir sur fond rouge. Voilà. Un carré noir sur fond de merde. Ça, c'est le bloc administratif, parce que je ne voulais pas que le bloc administratif exerce une autorité sur l'espace. Voilà. Et ça, l'administration, j'ai eu la visite des gens de Bercy, c'est eux qui devaient gérer ça à l'époque. Ils m'ont dit, mais c'est vous qui avez fait ce bâtiment abominable? Je dis, oui, monsieur. Et comment ça, en Provence, le pays des Van Gogh, on peut faire un bâtiment sans fenêtre? Bon, moi, je ne savais pas que Van Gogh était venu peindre dans la décharge à ordures de Vitrolles. Ou même qu'on puisse imaginer une typologie de salle de rock avec des fenêtres, pourquoi pas des volets, tu sais, etc. Donc pour vous montrer que j'avais quand même quelques références culturelles, contextuelles, j'ai décidé de reproduire l'œuvre du maître en plantant 600 tournesols en plastique dans le patio. C'était à l'époque où j'étais cultivé. Sauf que ces tournesols sont particulièrement psychorigides parce qu'ils ne tournent pas la tête, ils ne suivent pas la grosseur. Oh, à l'époque, j'étais un coquin, hein. Je ne dirais pas. Une très belle photo de Bernard Plossu. On se croirait dans un univers onirique, genre la Chine, un pays en marche. Qu'est-ce que je raconte? Bon. Là, c'est les escaliers de secours. Degré zéro du high-tech. À cette époque-là, j'avais déjà une haine du high-tech. C'est-à-dire que la pertinence linguistique de l'architecte, c'est de faire une vis cipe en creux. Quand tu as fait la vis cipe en creux, c'est comme si tu as l'ourlet sur le pantalon impeccable. Tu sais, le revers du pantalon. Lourd, voilà. Moi, mon truc, c'était plutôt du genre, pousse-toi ou je te soude avec. Ça, c'est une fenêtre qu'on a fait d'urgence parce que les gens qui travaillaient dedans, ils n'étaient pas contents, alors on l'a découpé. Et puis à gauche, il y a une vitre qui fait la longueur du bloc de béton, ce qui fait que la lumière frappe sur le béton et passe à travers le vitrage. Vous voyez, ça, dessous ce bloc de béton, on est dans l'expérience du propyléum cher à Le Corbusier, hein, l'expérience un mythe antique, pas un mythe, une réalité, celle de la mise à l'échelle par la masse et par l'écrasement. Voilà. Donc vous voyez la lumière à 1 mètre de ce panneau vitré qui doit faire 18 mètres, je crois, ou même plus, 24 mètres.
on a la lumière qui se réverbère sur le béton. Et évidemment, à l'intérieur, il n'y a pas de peinture. Il n'y a que des températures de couleur qui vont des degrés de couleur qui proposent des températures qui proposent des lumières différentes qui vont du jaune au vert au bleu, sauf pour les éclairages vapeur de sodium que vous voyez au fond. Ça, c'est la fleur d'Andy Warhol répétée à l'infini de manière schizophrénique ou hystérique, histoire de rappeler qu'on avait un pied dans les deux cultures, c'est-à-dire à la fois dans le monde anglo-saxon et à la fois dans le monde méditerranéen. Ça, c'est les sales gueules de la salle de rock. Ça, c'est le trou de caisse. Évidemment, à l'époque, j'étais référencé, il y avait du Mata Clark, il y avait plein de trucs de partout. Ce trou de caisse, en fait, je l'ai fait avec un coup de poing dans le béton. Et c'est sorti comme ça. On a fait 6, on était 6, chacun s'est emplâtré le béton, et ça a donné ça. Voilà. Ça, c'est tout le budget espace vert. C'est un palmier de 8 mètres de hauteur qui est le fruit de la fornication d'une queue de tatou avec un plan de marijuana. C'est une référence au palmier en zinc des alcooliques de Djibouti. Palmier en zinc de Djibouti, les alcooliques, ou l'arbre du Ténéré, ou En attendant Godot, ou alors tous ces films où la question de l'arbre mort est symbole de revival, de réactivité, de la présence du vivant ou du réel. Voilà. Bon, c'est une métaphysique de pacotille. Hein. C'était bien parce que, comme c'est des triangles rouges, ce fond noir, ça avait permis à des confrères de dire à l'époque « Mais Ricciotti, c'est un architecte fasciste. Tu es du rouge et du noir, tu es fasciste. » En gros, la transitivité intellectuelle, dans sa posture la plus performantielle aujourd'hui, c'est la vache broute, l'homme mange la vache, donc l'homme broute. Alors ça, c'est un projet ça fait 10 ans que je me le coltine. C'est là. Voilà. À droite, cette espèce de tour du Fort Saint-Jean, une espèce de phallus rancusien, qui a été construit pour protéger Marseille de l'envahisseur, sauf que jamais personne n'a voulu envahir Marseille. Personne n'en veut. On a beau essayer de la donner, mais même on la donne, personne ne la veut. Et en fait, c'était un fort qui a été créé pour surveiller les Marseillais qui étaient carrément rebelles à la République. D'ailleurs, on a brûlé les soldats de la République, les Jacobins, de Fort Saint-Jean. C'était terrible, il y a eu un massacre terrible. Et à gauche, le projet de Pédale, dont je suis l'auteur, voilà, qui est dans une dématérialisation, une filiation linguistique lointaine avec l'idée d'un Orient lointain, voilà, une espèce d'ambiguïté territoriale qui est celle de l'horizon métaphysique de la Méditerranée. Et puis si je dis des conneries, vous pouvez m'arrêter, m'interrompre. Ça, c'est des perspectives. Ça, c'était le projet il y a 10 ans. Voilà. La perspective et la réalité. La perspective, la réalité. Et voilà. Hein, ça ressemble. Hein. C'est que non seulement je suis un escroc, mais en plus, hop, je vais jusqu'au bout de ma rapine intellectuelle. Hein. Voilà. Ce pont a un élancement d'un 44e de portée. Pareil, vous savez, ce sont des boussoirs assemblés avec 0,2 mm de tolérance dans les plans de joint. Il faut juste que vous sachiez qu'il y a plus d'ingénieurs pour l'identifier et le défendre que d'ouvriers pour le réaliser. Il y a environ 13 ingénieurs. Je vous passe les détails des ingénieurs généralistes, des ingénieurs d'exé, des ingénieurs pour l'échafaudage, ingénieurs pour les moules fabriqués dans l'aviation, mais aussi ingénieurs pour les amortisseurs de masse accordée, ingénieurs qui fait des études en soufflerie, ingénieurs qui traduit les résultats des études en soufflerie en piliers solides, etc. etc. Hein, ingénieurs sur les modélisations aéroélastiques. Tout ça pour la maudite somme de 1 300 000 € pour 130 mètres de portée. Hein, avec 60 000 € de fourniture. Tout le reste, c'est que de la main-d'œuvre et de l'ingénierie. Intéressant. Hein, vous voyez, ça, on ne peut pas le délocaliser. Les Chinois, ils ne vont pas nous baiser sur ce sujet. Il faut quand même que vous sachiez que ce n'est pas une poutre, contrairement aux apparences. Parce que vous savez qu'une poutre, ça travaille en flexion. Et ça, ce pont travaille uniquement en compression. En compression, il ne prend aucun effort de flexion. Pas mal quand même, hein, hein. C'est comme vous prenez des livres, vous les assemblez, hop, vous les mettez tous ensemble et vous comprimez. Vous comprimez à mort dedans, voilà.
Bon, moi je suis juste le narrateur de cette histoire. En réalité, les sachants sont des gens d'exception, comme l'entreprise Freycinet, l'entreprise Vinci, et puis tous les ingénieurs qui travaillent dessus. Hein. Dont, encore une fois, je suis désolé de le citer, mais je lui dois beaucoup, donc Romain Ricciotti, qui est mon fils. Bon, il est marié, hein. Mais j'ai interdit de faire des études d'architecture. J'ai dit, toi, tu n'es pas assez con pour faire des études d'architecture. C'est bon, aîné. J'ai dit, toi, tu vas faire maths sup, maths spé, il a fallu qu'on est ingénieur. Il dit, mais je veux faire architecte. Il dit, ah, c'est un métier de merde, architecte. Donc, il a fait études d'ingénieur. Voilà. Et maintenant, je l'exploite jusqu'à la garde. Pauvre gamin, moi. Bon, allez. À ce point de la démonstration, je dois vous avouer être un architecte, non seulement gesticulateur, mais maniériste. Hein? Voilà. Je pense que si la modernité est un discours sur la rupture, il nous faut pratiquer la rupture et la rupture. Et donc être réactionnaire, je répète bien, être architecturalement réactionnaire, voilà, qui est la seule manière d'être réactif à la modernité, et maniériste, c'est-à-dire pour manipuler la doxa de la modernité. Maniériste, maniériste aussi. Gesticulateur, réactionnaire et maniériste, hein, voilà. Évidemment, il y a beaucoup de moulage. Hein. Toutes ces pièces en béton sont des travaux formidables. Hein. Ne me posez pas la question comment on fait, c'est trop long à expliquer. Non, c'est vrai, on me pose la question si c'est trop long. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Ça ne demande pas d'intelligence. Moi, je ne suis pas un architecte intelligent, je suis un architecte appliqué, besogneux, laborieux, d'accord, qui essaie de demander aux gens de s'embarquer sur un process dans lequel j'estime que nous, les architectes, nous devons prendre des risques. Et je le dis aux jeunes confrères, les futurs confrères qui sont là, si vous voulez honorer ce métier, qui vous rendra beaucoup, essayez de prendre des risques en premier. Mettez-vous en danger au lieu de mettre en danger les autres. C'est clair, hein? Ce métier, ce n'est pas de mettre les autres en danger, c'est de se mettre en danger. Si vous voulez embarquer avec vous tout le savoir-faire de l'ingénierie du bâtiment, qui sont des gens formidables, on a quand même 2 siècles de mémoire constructive du bâtiment. Vous devez prendre le sabre en premier et partir à l'abordage en tête. Et pas en dernier, rester dans le château du navire avec les pompons sur les chaussures. Ça vous va comme message, ça, hein? Bon, ne me demandez pas pourquoi il y a des dalles champignons. J'ai vu des dalles champignons parce qu'un jour j'écoutais ces gars-là qui disaient celui qui n'a pas une Rolex à 50 ans, il a raté sa vie. Moi je me suis dit putain, j'ai pas encore fait de dalles champignons. Putain. Et donc j'ai fait des dalles champignons, c'est purement gratuit. J'ai presque 60 ans et j'ai pas fait de dalles champignons, mais je fais le roi des cons. Ça arrive d'ailleurs. Donc j'ai fait des dalles champignons. Il n'y a aucune raison, hein, structurellement. C'est purement un caprice. Crypto-baroque. Note crypto-baroque. Voilà. Vous voyez par exemple les planchers en bois, là, c'est des faux planchers. Aujourd'hui, il y a le menuisier qui posait des planchers, faux planchers. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Il me dit, ben, c'est ce qui est prévu dans le descriptif, dans le CTP. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites, vous, là-dedans? Il me dit, ben, moi, j'achète et je pose. Je dis, mais c'est pas intelligent, monsieur Barrault, c'est un vieux menuisier, tu vois, il est là, père en fils, 3 générations. Il me dit, moi, vous m'avez dit de faire ça, je fais ça. Je dis, vous ne pouvez pas le fabriquer? Il me dit, oui, bien sûr, je peux le faire. Alors, il a inventé un plancher en totalité. Au lieu d'avoir 10% de pose et 90% de fourniture, maintenant on a inversé, il a 90% de travail territorialisé et 10% de fourniture. C'est ça le développement durable, ok? Vous foutez-vous-le dans le crâne, c'est-à-dire travailler sur des chaînes courtes de liaison, travailler avec des gros coefficients de main-d'œuvre, développer des projets qui évitent de délocaliser les principes de fabrication et qui déclenche une mémoire du travail territorialisée. Voilà. Il y a une mémoire du travail territorialisée. Le seul facteur de redistribution des richesses et de réduction de l'empreinte environnementale, mais ça c'est un autre sujet. Vous voyez ces planchers là? Vous l'avez vu dans les perspectives du concours, ils sont finis. Voilà. Dans la hauteur statique du plancher, on a mis des absorbants acoustiques. Ils passent également
parfois du désenfumage lorsqu'on les referme, des courants forts, des courants faibles d'électricité. Tout ça pour éviter le faux plafond Knop. Je n'avais pas calculé ça. Ma seule invention en architecture, c'est l'os de poulet. Voilà. J'ai inventé l'os de poulet. J'ai tellement marre de manger des poulets quand j'étais petit, j'ai dit, qui c'est qui va casser l'os de poulet, hein? Sauf que quand tu le mets en tension, parce que tout ça est en post-contrainte, ben, il vaut mieux que la post-contrainte dans les câbles se fasse de manière absolument équilibrée. Sinon, ça pète. Voilà. La photo, à moins de 2, elle était ratée quand même. Hein? Ça vous dégoûte, hein? Ça vous dégoûte, hein? La main de l'homme, ben, c'est comme la main sur la bite, quoi. C'est pas la même chose, quoi, tu vois. Hein? Ça vous fait penser à ça, c'est obscène. Hein? Moi, ça me fait penser plutôt au corps d'un athlète africain magnifique, osseux, nerveux, musclé, hein? Avec qui j'aimerais bien coucher si j'étais une femme. Voilà. Il y en a qui se reposent sur le chantier. Les poteaux arrivent totalement emballés. Voilà. Vous savez que cette structure en périphérie travaille en pointillé. Les planchers font en gros 64 par 4000 m². Il n'y a pas de joint de dilatation. Donc les planchers travaillent comme des diaphragmes et les efforts sont répartis sur des structures périphériques ponctuelles que vous voyez. Et qui travaillent de manière axiale, puisqu'on envoie des câbles de post-contrainte à l'intérieur. Hein. Et donc, au niveau des encastrements, au niveau des dalles, là, on monte la pression, s'il y a des ingénieurs ici vont comprendre, on monte la pression jusqu'à 150 MPa, 150 MPa. Vous imaginez, c'est colossal. Tout ça pour résister aux contraintes du feu orienté, un feu de 1000 degrés dehors, 20 degrés dedans, donc ça fait flamber les colonnes, il faut tirer sur les câbles pour les redresser. On est à la limite quand même de l'hérésie. Hein, voilà. C'est étonnant hein, les ombres que ça fait sur la façade. Bon, c'est pas moderne, hein, d'accord. C'est marrant parce que vous voyez, il y a une espèce de mimétisme avec la masse rocheuse derrière. Là, ce sont des passerelles périphériques, on circule de la terre jusqu'au toit, jusqu'au ciel, autour. On fait à peu près presque 1 kilomètre comme ça, avec des rampes douces, comme on circule dans une ziggoura. Voilà. Avec un foisonnement de tangos en inox qui tiennent les panneaux de façade qui sont autoportés. Voilà. Alors ces brise soleil sont installés en toiture au sud à l'ouest. Il n'y en a pas à l'est et au nord, pour des raisons que vous pouvez imaginer. Voilà le projet de mise en lumière de Kersalé. C'est 2 bleus différents, style Macoro ou Sardine. Vous voyez, on est à l'entrée du Vieux-Port, enfin vous voyez le genre. Il y a une filiation conceptuelle extrêmement raffinée. Et je souhaitais, avec Yann Kersalé, que cette intervention artistique soit de nature à donner une lecture populaire pour les millions de passagers qui sortent du port dans le trafic maritime. Ça, c'est un projet qui a 8 ans. À l'origine, le maître d'ouvrage souhaitait les monuments historiques souhaitaient qu'on fasse une verrière plate à l'altitude des corniches. J'ai refusé. Et des planchers à l'intérieur, vous voyez, des planchers. Vous imaginez le désastre. C'est-à-dire qu'on aurait non seulement mis, c'était le muséal des arts de l'islam sous une incertitude occidentale et très 19e, la verrière plate, hein, une espèce de couvercle sur la tête, mais en plus on aurait mis en co-visibilité
les arts de l'islam et les arts gréco-romains sans aucun ménagement, sans aucune délicatesse. Voilà. C'est la culture du remplissage. Et donc j'ai souhaité faire plutôt un projet qui s'enfonce dans les entrailles, qui parle au ciel, qui permette aussi, comme vous le voyez sur les couples, de libérer les fenêtres autour de la cour Visconti, parce que lorsqu'on est dans le Louvre, on rentre dedans, on ne sait pas à quelle heure on sort, il fait nuit, on ne voit plus la lumière, on ne voit plus le soleil. Voilà. Donc lorsqu'on est dedans, on peut visualiser les façades de la cour Visconti. Voilà. Ça, c'est le niveau inférieur où sont censées être les œuvres les plus fragiles. Les images du concours. Vous voyez ce que je disais, depuis une fenêtre, voir les intempéries, le ciel, la pluie, la neige, le soleil, etc. Voilà. Et surtout accepter cette singularité réciproque. C'est plutôt le voyage du persan à Paris de Montesquieu qui a initié l'idée de ce projet. Projet que je partage avec Mario Bellini, archi-designer milanais. Voilà. Et Renaud Pindar pour la muséographie. Voilà. La singularité réciproque. Le persan à Paris. Bon, c'est pas moderne. Et alors, un truc qui est marrant, c'est que... Ça, c'est pas marrant du tout. Ça, c'est la contribution de Luc Dutton, brillant ingénieur, qui a fait évoluer la charpente, parce que comme vous l'avez vu, la charpente, à l'origine, elle était, on le voit là, comme vous le voyez là, la charpente, à l'origine, elle avait une hauteur structurelle constante. Et très habilement, il a fait évoluer de cette manière Luc Dutton, c'est-à-dire de sorte que l'intrados et l'extrados ne soient pas parallèles. Au prorata des efforts que prenne la structure entre les appuis et les extrémités. Hein, c'est clair, c'est plus logique. Maintenant, entre l'intrados et l'extrados, il y a différentes couches de matériaux. Il y a l'idée de laisser passer la lumière naturelle verticalement, mais pas en oblique, pour pas qu'on voit la charpente. Donc on a du nid d'abeille dedans. Vous voyez, on a des matériaux comme ça. Du nid d'abeille qui laisse passer la lumière, mais oriente le regard par le phénomène des alvéoles. On est allé creuser 12 mètres. 12 mètres sous les façades historiques, avec des injections de jet routing. D'ailleurs, si vous avez visité le Louvre, la partie la plus héroïque de ce chantier n'est pas visible. C'est la partie cachée de l'iceberg. C'est injection de jet routing à plus de 100 bars de pression pour consolider les marnes altérées, puis après réaliser les parois cloutées, les parois moulées, et tout ce qu'on dit. Voilà. On ne voit plus ce travail, évidemment. C'est marrant parce que on a fait une visite de presse, une première visite de presse en chantier, quand ils ont vu la couverture mordorée. Vous savez, c'est un projet qui ne vous coûte rien à vous les Français, soyez rassurés, puisqu'il est entièrement payé par les Arabes. Hein, le prince Al-Walid en tête, etc., plein de pays. Et un journaliste de gauche s'est cru inspiré en disant la couleur plaira aux mécènes. C'est là qu'on voit que le racisme cognitif est irréductible, notamment chez les cultureux de gauche. Si j'ai dit une connerie, vous pouvez intervenir. Hein. Ouais. La couleur plaira aux mécènes. Quelle honte, quoi. Hein. Donc vous voyez, tous les petits triangles de couverture servent aussi de brise-soleil, vous l'avez compris, parce qu'il a fallu faire des modélisations thermiques. Et voilà, il a fallu faire des modélisations thermiques, et donc il y a un temps, il faut pouvoir nettoyer tout ça, ouais, le bins. Hein. C'est un côté scarabée qui se... un insecte. Ça, c'est l'escargot, c'est le... Qu'est-ce que je raconte? L'escalier. Putain, pas en couille, mais l'escalier. Ça, c'est le coffrage de l'escalier. Magnifique travail de menuisier naval. Moulé, sauf que cet escalier, on moule toutes les faces vues de l'escalier. Hein. Il faut bien que vous compreniez que ça, c'est le moule de la face inférieure et qu'après, il y a les moules qui remontent, qui se retournent en garde-corps, qui redescendent, tchac, tchac, tchac. Et que là, la section ici n'est pas la section là. La section là, c'est le palier intermédiaire. Après, il y en a encore autant derrière, ça fait 17 mètres en tout. Et la section là est plus petite, la hauteur de la nervure là est plus petite que là. Et le miracle, c'est comment ils font pour arriver à faire des surfaces gauches sans qu'il y ait de joints visibles. Ils sont forts, hein. Voilà. Là, on commence à démouler. Est-ce que je vous disais, à droite, ici, là, la hauteur statique est plus importante que là. Voilà. Et tout ça, c'est moulé de manière continue. Alors, toute face vue, il a été coffré, on a injecté le béton par la base, on a essayé un reniflard en haut et pour chasser la bulle d'air. Voilà.
va s'empêcher de mettre des conneries comme ça, là? Hein, ces panneaux, les panneaux d'information et tout. Pas beau cet escalier? Hein, franchement, je suis très content de cet escalier. Vous n'avez rien à foutre, c'est ça? Aucun trou de branche dans les sous-sols des ordres d'islam. Tous les bétons, en béton tout blanc, sont refoulés. Donc c'est pas évident, hein, quand même, d'avoir des arrêts parfaits, etc. Il n'y a pas de ragréage, il n'y a pas de peinture. Il y a juste un vernis anti-poussière. Ça ressemble à la perspective du concours. C'est joli, non? Hein? C'est joli, je trouve, quand même, non? C'est mieux qu'une verrière horizontale, plate, façon minimaliste, hein? Sur le toit. Non, quand même. Hein? Putain. Vous avez vu l'homme porté des façades républicaines sur la couverture, ça fait tout à fait métaphysique, tu vois, je trouve. Vous noterez que la couverture, comme le volume émergent, ne touche jamais les façades. Ça relève d'une autre délicatesse que celle de faire des planchers dans la cour avec une toiture plate en haut, quand même. Alors cette vue, si vous allez au Louvre, il faut monter aux étages pour la voir, hein. Et puis après, les plus beaux étages en haut, vous ne pouvez pas la voir, malheureusement. Il y en a qui sont curés, il y a des bureaucrates, enfin bon. C'est marrant parce que moi j'ai été effrayé par la double maille comprimée qu'on avait mis au point pour faire la protection solaire, etc. Et puis finalement, je me suis habitué. Je trouve que ça crée une affiliation avec les arts de l'islam lui-même. Ce que peut avoir le projet dans son rapport d'échelle avec les arts de l'islam, c'est la question de la miniature qui détaille l'écriture. Par exemple, le béton ressemble à du cuir, la couverture ressemble à du textile, de la même manière que dans les arts de l'islam, les céramiques ressemblent à du textile, l'acier ressemble à du bois, et ainsi de suite. Par le phénomène, tu peux répondre, hein, par le phénomène de l'échelle miniature. C'est-à-dire ça serait plutôt une radicalité de la miniature. Voilà, une radicalité de la miniature. Une espèce d'obsession d'être dans le... pas dans le détail. Surtout pas dans le détail. Hein. Ça, le détail, c'est pour le névrosé. Il ne faut pas vous emmerder avec ça. Hein. Hein. C'est pas la même chose. Comme le minimal, c'est pas le minimum. Hein. D'accord? Vous savez ça? Quand j'ai présenté le projet au président Chirac, j'avais gagné, arrivé le prince Al-Boili, tout ça, et le cabinet du président de la République qui me dit Ricciotti, on a lu votre prose, j'avais écrit c'est un voile libéré. C'était en plein débat sur le voile, vous imaginez. Alors il y a le directeur de CAB du président de la République me dit monsieur Ricciotti, on a lu votre prose, alors, vraiment on a tout à fait apprécié, etc. Mais s'il vous plaît, faites simple, hein. Parce que les wahhabites sont des gens susceptibles. Alors, soyez gentils. Hein, vous faites très simple. Vous voyez? Pas de voile libérée, s'il vous plaît. J'ai compris, j'ai dit yes, sir. Et donc, je présente le projet, l'ambassadeur, le truc, le bordel. Et j'ai dit, ben voilà, c'est un projet qui est dans une autonomie, le voyage des personnes de Montesquieu, la singularité réciproque, les regards échangés. Et puis aussi l'idée de l'effleurement, de la distance, etc. Puis le prince Al-Walid de Montréal, et puis il me dit, ah yes, I understood, it's an Islamic flying carpet. C'était bien la peine de prendre autant de précautions quand même. Elle est bonne hein, quand même, hein, franchement. Ça vous fait rire? Bon. Bon, c'est pas moderne, c'est vrai. Vous voyez ce que je disais, c'est l'échelle, la miniature qui documente la matière selon les distances où on le regarde. Hein, quand même. Là, c'est un mix entre de l'argent et de l'or. Voilà. Enfin, couleur argent, couleur or. Hein.
Ça, c'est un projet il y a de 2005 qui finalement recommence à vivre. Le mémorial de Rivesaltes. Rivesaltes, c'est du côté de Perpignan. C'est un camp dans lequel la France du Front populaire a interné les républicains espagnols. Puis après, conformément à une grande tradition française, a interné les juifs pour les mettre dans des wagons direction Auschwitz. Et puis après, a hébergé, c'est pas la même chose, les réfugiés harkis. Donc il y a un mémorial qui sort. Un mémorial qui sort. Voilà. Alors l'idée, c'est d'implanter ce mémorial sur la zone centrale sans venir s'installer là où il y a les baraquements d'hébergement. Voilà. Entre deux tours des élections municipales, il fallait mettre un titre à ce bâtiment. Et il n'y avait personne qui voulait décider. Comme je voulais que ce soit encastré dans le béton, j'ai décidé de lui donner ce nom suivant, que vous pouvez lire, c'est Ultima Ratio Populi, ça veut dire la dernière parole est au peuple. Ça les avait un peu flippé quand même, là-bas. J'ai reçu des coups de téléphone des deux cabinets, ils disent ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. Je dis ça veut rien dire de méchant. C'est juste pour histoire de rappeler quelques principes républicains. Hein? Bon, c'est vrai qu'il fait un peu RDA. Hein? On dirait un bâtiment la période communiste en Allemagne. Hein? Ça, c'est une maquette. Ça fait 12 mètres de hauteur. C'est pas tout de faire le mariole, d'accord? Après, il faut le réaliser. Heureusement qu'il y a des maçons, et des coffreurs, des boiseurs, des ferrailleurs et des finisseurs pour faire ça. Hein? Des gens à qui vous devez apprendre à devoir tout. Les jeunes architectes que vous serez bientôt. Hein? Apprendre à dire s'il vous plaît, et pas jouer au cador sur les chantiers pour avoir ce type de choses. Parce que c'est pas simple. Ça pose plein de problèmes. Et de problèmes sismiques, et de problèmes de stabilité, et de problèmes d'étaiement provisoire. C'est ce que c'est que de couler de ce morceau 12 mètres de béton. Hein? Les problèmes d'étaiement provisoire, tout ce que ça pose. Qu'est-ce qui se passe? Tant que les planchers ne sont pas contreventés, tant que les planchers ne sont pas réalisés pour contreventer la façade, s'il y a une tempête, ça pose plein de problèmes. Bon. Avec des portes qui sont des PH. Ça, c'est un PH. C'est le même béton que ça, mais il est coulé dans un coffrage, dans un moule, enfin un coffrage double face. Face intérieure acier, face extérieure en polyester. Elle a cette courbe-là, et puis elle a aussi un autre mouvement. Vous voyez? C'est pareil pour les portes que vous voyez. Ça s'appelle les portes d'accès pompiers. Eh oui, il y a les pompiers qui vont dans les bâtiments. Voilà, c'est dans un quartier Electro-Ceausescu House. C'est l'épopée des années 80. On m'a reproché d'avoir mis ces trucs-là, sucre d'orge. Il y a un confrère qui m'a dit « Ouais, mais ça fait enfantin, tu aurais dû laisser blanc, c'était plus classe. » Je dis « Mais c'est une médiathèque pour les enfants. Hein? Voilà, c'est pas grave de prendre en otage l'architecture pour introduire le sucre d'orge dans la bouche du désir architectural. C'est pas grave, d'accord? La dignité de l'architecte se mesure autrement que sur la question du sucre d'orge ou pas sucre d'orge. Hein? Les plâtriers aussi savent gesticuler. Ça, c'est la tonnelle. C'est une treille, mais ils n'ont jamais installé les jarres avec la végétation, la glycine qui doit monter dessus. Ça, je le montre rien que pour faire chier, parce que le directeur de l'école de Saint-Étienne de paysage a écrit un article allemand en disant que j'avais fait ce bâtiment pour faire parler de moi. Alors, article 1, Saint-Étienne, c'est la plus grosse collection de Claude Viala en France et en Europe de support surface.
Article 2, la Maison de l'Emploi pose la question de la légitimité d'une écriture architecturale. Article 3, j'ai demandé à Claude Viala, lui qui en 68, avec Toroni, mais d'autres aussi qui n'étaient pas support surface, Buren, etc., qui considéraient que l'art, que la peinture était... On leur avait tellement dit que tout avait été dit et que l'art, et notamment la peinture, était l'attribut de la scène bourgeoise. Il s'est posé la question, comment peut-on repousser les limites? Voilà. Ils ont travaillé sur le principe de la répétition, c'est-à-dire une abstraction un peu décalée de cette manière aussi. Et donc j'ai demandé à Claude Viala son autorisation de travailler comme ça. C'est-à-dire se déposséder de la responsabilité architecturale, hein, donc se déposséder et la déplacer entre les mains d'un artiste. Voilà. Est-ce que c'est faisable? La Maison de l'Emploi, c'est un endroit où on ne rigole pas quand on y va, hein, tous les rideaux, etc., pour qu'il y ait un peu de pudeur. Voilà. Alors, finalement, ce bâtiment, cet exercice de développement avec Enrico de Viala fait que tu peux en rajouter en longueur, tu peux en rajouter en largeur, en hauteur, ça ne change rien. Ça a fait exploser le principe de proportion. De la même manière que Claude Viala me disait, moi, je n'ai pas inventé grand-chose, mais j'ai inventé la disparition du cadre. Le travail de Viala déplacé au rang de l'architecture permet de participer à la réduction un peu de l'emphase de la question de la proportion. Je dis bien l'emphase de la question de la proportion, à laquelle on est tous soumis un peu de manière toujours assez pénible. Hein. Voilà. Ça, c'est... Bon, il y a un bâtiment qui existe, c'est du logement social derrière, etc. C'est une entrée de cinéma, juste c'était pour montrer que je sais faire des spaghettis à l'encre de sèche. Voilà. Voilà, spaghetti al nero, c'est du béton. Ouais. Spaghetti à l'encre de sèche. Et arrêté dedans, il y a des dessins, comme on est à Chartres, il y a des gueules, il y a des monstres. Voilà. Si on cherche bien, on les voit. Tout paraît très réactif à la lumière. Voilà. On voit un de monstres. Très pauvre, hein, le système de tenue avec des câbles, des pièces, des inserts en inox, des choses comme ça. Ça, c'est du HLM. C'est important de montrer aussi du HLM, parce qu'on peut toujours faire les beaux, à faire des musées, des bâtiments culturels, tout ça. Du béton blanc, de la poudre de chaux, enfin, des enduits à la chaux et des blocs de béton polynoir. La chaux de Saint-Astier, on a inventé pour ce chantier. J'ai fait filtrer la chaux de Saint-Astier, enfin l'agrégat qui l'accompagnait, pour arriver à faire un enduit presque équivalent à un marmorino, taloché très très fin, à un prix extrêmement compétitif. Chaux de Saint-Astier étant local. Bon, ça vous fait moins rire, ça, hein? Alors les commerçants, ils râlent parce que comme tout ça, c'est du béton brut blanc, il faut qu'ils mettent les enseignes commerciales derrière. Écoute, hein, je vous emmerde les commerçants et puis c'est tout. Vous savez, il y a des limites à la participation, au partage. Hein. Je vous le dis, comme vous êtes tous des fanas de l'architecture participative et tout, hein, il y a des limites. Hein. C'est une résidentialisation, évidemment, il y a des grilles, vous voyez, c'est très... Les pieds d'immeubles sont... sur les maisons, sur le toit, il y a des maisons. Voilà. Donc, les jardins sont privatifs. Voilà. Ça, c'est des coursives. En bois, puis ils ont des blocs de béton, c'est pas de la peinture, c'est du béton blanc. Hein. Ça, c'est les grilles d'entrée sur rue, en acier épais, très épais, presque 8 mm d'épaisseur, recouvert de peinture métallique or, enfin de peinture or à charge métallique. Ça fait très chic. Voilà. Et c'est important aussi de traiter de manière très chic les contacts du logement social avec l'horizon public, non ? Parce que la doctrine de dire qu'il faut que les logements sociaux soient dans un jardin public, bien sûr, quand tu habites dans les beaux quartiers, etc., ils ont tous clôturés, ils ont tous des jardins privatifs. Et je pense que les logements sociaux ont le droit aussi d'avoir des jardins privatifs, des espaces résidentialisés, des digicodes, des choses comme ça. Et comme par hasard, ça change beaucoup de comportements. Bon, là, je me suis fait jeter.
Je me suis fait jeter à cause de ce truc-là. Là. C'est l'école C'est le pays de Giono, Manosque. Giono, vous connaissez, vous avez entendu parler de Giono, le guitariste rock. Hein, donc, qui fait toujours un éloge du voyage, de la nature, de ce qu'il en ressent, etc. Je trouvais que la référence était charmante, mais ça s'est mal passé. Le recteur, il a dit que j'étais un maniaque, que j'allais traumatiser les enfants, etc. Mais bon. Et pourtant, je trouve que demander à un ingénieur de calculer les efforts que prend un lézard qui travaille sur la pointe ou sur la queue, franchement, c'est de la gueule, tu vois. Hein, c'est de la gueule, non? Hein? Je regrette ce projet. Il y a des fois, je me dis heureusement qu'on l'a perdu quand même, hein, parce que c'est pas tout de faire le malin. Après, c'est épuisant, hein, il faut les faire, les choses. Hein. Et ça, c'est. Après, ils ont annulé le concours. Je suis revenu par l'autre porte, puisqu'il y a eu un deuxième concours, et j'ai participé. Et ça, c'est la perspective. En gros, c'est une espèce de mille-pattes ou une cohorte romaine qui marche dans la plaine de Haute-Provence, ou un soulèvement tectonique du sol. Tchoc. Voilà. Et en fait, c'est totalement cistercien, il n'y a pas de couloir, il n'y a que des patios, des patios et des patios. Voilà. De nuit, 2 jours. Alors, les structures périphériques, qui sont dans un registre orthonormé, déformé, dont toute l'impression d'avoir été fait dessiner en main levée, comme ça, tu vois, avec une approximation. Il n'y a qu'un seul poteau au carré. Il y a à peu près 360 colonnes, je crois, ou 350. Et il y en a qu'un qui est bien orthonormé. Je l'ai gardé pour dire, bon, ça va, on ne t'abandonne pas complètement. Hein. Tu es le dernier, un peu idiot, un peu con. Alors j'y vais des fois, je le prends dans mes bras, je fais un bisou. Je lui dis, je t'aime quand même. Tu es un peu solitaire, quand même. Hein. Tu es un peu tout seul. Je suis culpabilisé. Vous voyez, ça c'est le patio de l'administration, il y a de l'eau. Si vous voulez gagner un concours, l'administration, vous mettez de l'eau. Interdit aux élèves, espace privé. On peut fumer le pétard, tout ça, dans les coursiers, personne ne le voit. On peut mettre les pieds dans le bassin. Hein? Voilà. Bon, tout ça est un prétexte à faire des hommes. Mais qu'est-ce que vous voyez, vous, là-bas? Vous ne voyez rien du tout. Les messieurs, là, qui sont dedans. C'est incroyable, peu cher, ils ne voient rien du tout. Vous ne voulez pas venir, pas leur faire une place? Vous ne voyez rien, là. Ouais, les mots, c'est une chose. Bon, ça aussi, tout le monde le paye. C'est le siège d'ITER, à Cadarache. Vous savez, c'est International Thermonuclear Reactor. C'est là qu'ils vont faire péter la planète, là, pour reproduire la température du Soleil dans quelques années. C'est payé par toute la planète, tout le monde le paye. Ils vont faire le syndrome chinois. Donc le bâtiment, vous le voyez, il est en bas, il se met en retrait, à distance, pour économiser le sol. Voilà, hein. Voilà les façades. C'est long. Hein. Alors le truc, encore une fois, c'est pas tout. Ça, c'est les brises soleil. C'est la façade ouest, nord-ouest, ouest-nord-ouest. Et des brises soleil verticaux pour... parce que le soleil arrive sur une orientation qui fait qu'il ne faut pas travailler les brises soleil horizontaux, ça vous en doutez. J'avais fait des déformations dans la façade, des espaces fumeurs, des trucs, des conneries. Voilà. Bon, c'est pas tout de dessiner des formations, après il faut le faire. Alors du coup, j'ai fait beaucoup plus à plat. Hein. J'en ai fait moins de déformations. Mais vous allez voir qu'on en a fait quelques-unes. Voilà. Je l'ai jamais montré, ça, la première fois. Parce que c'est un cours de finition. Il manque quelques lames par-ci, par-là. C'est du béton fibré ultra performant aussi. C'est incroyable, on dirait un drapé de Issey Miyake. Alors ça, pour le coup, c'est gesticulatoire, maniériste, et même mieux, pornographe. Voilà. Hein.
Là, je crois que j'ai atteint mon niveau maximum d'affirmation anti-minimaliste. Hein. Parce que je pense que le minimalisme, c'est l'ennemi de la culture de mon peuple. Ça vous va comme ça? Que c'est un projet narratif impérialiste. Hein, le minimalisme. Faire la jonction d'un mur blanc avec un sol gris. Voilà le rêve de tout architecte contemporain. Hein. Putain, ça, c'est porteur d'une mémoire de travail quand même. Hein. Hein. Il manque, vous voyez, il y a des trous, il manque des lampes qui ont été cassées, je pense. Ça, c'est juste un morceau du bâtiment. Le bâtiment, il fait 180 mètres. Voilà. Il va passer à 230. On fait une première extension. On dirait vraiment un drapé, hein? Non? Ça vous plaît pas? Ah, quand même. Que ça sert quand on se lève le cul si ça ne fait pas d'émotion, hein? Hein? Bon, c'est vrai que ça n'a pas la rigueur, la concentration, la puissance métaphysique si tout était tiré bien droit. Bon. Hein? En parlant de droiture, vous voyez, ce stade Jean-Bouin, en réalité, tout autour, on a des prospects très différents. Il est à Paris, à côté du Parc des Princes. On a des altitudes différentes du point de vue de la légalité urbanistique. Et lorsque je rejoins toutes les hauteurs autorisées, ça a fait ce mouvement qui donne l'impression d'avoir un stade qui danse là-haut, là. Voilà. Ça, c'est la résolution géométrique par triangulation, parce que les triangles sont isostatiques et que ça permet d'absorber les déformations. Ça, c'était l'image du concours vue depuis l'immeuble Le Corbusier. Ils nous ont demandé de faire le truc depuis l'immeuble Le Corbusier, parce que Le Corbusier, il regardait toujours les matchs de rugby depuis la rue d'Ingesser, parce qu'il était radin, il ne voulait pas payer l'entrée au stade, il paraît. C'est les gens de la Fondation qui m'ont dit ça. Ça, c'est un architecte vietnamien chez moi qui a fait ça, et je pense qu'il ne sait pas ce que c'est que le rugby. C'est vrai ce que je vous raconte. Je ne mens jamais. Je dis, mais pourquoi tu as fait ça? Ou il me dit, ah, je sais pas, moi, trouvé beau. Oui, il me dit, moi, trouvé plus beau que les costauds. La couverture aussi, qui a fait l'objet de pas mal de latex, et des inclusions de verre. On a en gros 1400 triangles différents. Il a fallu qu'on anticipe. Ne connaissant pas les coûts de construction, on a l'appel d'offres, on n'avait pas de retour d'expérience, il a fallu anticiper sur le process de production. Donc il n'est pas question de faire 1400 moules différents. Et pourtant, on a presque, il va y avoir 1500 triangles, il va y avoir 1480 triangles, il y en a 1400 différents en gros. Et il a fallu jouer du point de vue géométrique. Il y a du secret, je ne dirais pas. Il y a quelques angles de base, il y a quelques angles types, et après on jouerait la base du triangle. Je ne dirais pas plus, démerdez-vous. Hein? Puis il a fallu aussi voir tous les comportements hydrauliques pour que l'eau de pluie s'évacue dans les chenaux qui sont à la jonction, comme vous voyez des panneaux dans le sens perpendiculaire à la... Voilà. Extécovisibilité, le Parc des Princes, donc deux étapes, deux épopées différentes de la culture du béton. D'un côté viril, de l'autre côté féminin. Parce que moi, je suis un architecte féminin. J'ai fait une architecture féminine. Parce que je suis une tapette de l'architecture. Ouais, je suis une tapette. Je le dis devant mes camarades, mes confrères, surviril, surboosté. Hein? Je sais que la marque du courage en architecture, c'est de filer doux et de filer droit. Voilà. Mais moi, mon opéra, au sens italien du terme, hein, c'est d'être dans un récit, dans une narration, où tout est prétexte pour inventer quelque chose qui parle du labeur, vous voyez, la besogne. C'est fascinant, la besogne. Vous voyez le dessous, d'ailleurs? Ça va faire une espèce de tapis, très très belle charpente de Marc Malinowski, sublime charpente. On a 87 fléaux différents. Vous imaginez 87 fléaux différents avec des inclinaisons, des portées différentes, les problèmes, les calculs de flèches sous le poids propre des trucs, etc. Enfin, vous voyez, la flèche propre lorsque la charpente est en place, puis la charpente surchargée, etc. Vous voyez un peu le merdier. Hein? Il a fallu charger les travées, une sur deux.
Et là, ici, un joli détail magnifique, voilà, c'est des vérins en inox pour régler l'arrivée de chaque triangle. Voilà. Et là, on a un système d'emboîtement comme des tuiles. Il n'y a pas de chenot, comme des tuiles mécaniques. Et l'eau de pluie arrive sur le chenot qui est soudé à la lame supérieure de la charpente. Voilà, là on voit bien. Hein. Il manque des joues, hein. Il manque des joues là, c'est pas fini. J'ai appelé le photographe, j'ai dit tu te fous de ma gueule, tu as mis un aigle, il y a un aigle au-dessus de Paris comme ça là. Il me dit quel aigle? Il y a un aigle. Il me dit non, non, moi j'ai rien fait, moi. C'est normal, il y a des aigles au-dessus de Paris. Ils nous prennent vraiment pour des cons, hein, les photographes. Hein. Vous avez vu des aigles, vous, à Paris? Moi, je n'ai jamais vu. Hein. Mais là, c'est un bon photographe, donc je lui pardonne. Bon, là, je sens que je vais vous dégoûter. Au bord d'un rond-point, dans les zones d'activité économique de Montpellier, là, voilà. C'est un bâtiment avec un patio central et c'est, je sais pas, des commerces au rez-de-chaussée, des bureaux cheap à l'étage. Enfin, c'est du cheap, hein. Et donc, on fait un travail avec Bouygues sur le surdimensionnement des façades. Donc, on a des façades en béton de 35 cm pour éviter l'isolation par l'extérieur. Il vous faut refuser cette barbarie de l'isolation par l'extérieur, je vous le dis. Tous les profs qui vous obligent à faire ça, vous les tapez. Hein? Tu mets un taquet, tu dis sur qui me l'a dit. Hein? Ouais. L'idée, c'est de ne pas se prendre au sérieux. On est en face d'un rond-point dramatique. Moi, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que tu as, le type qui est derrière son bureau? Il y a même des petites chambres d'étudiants, ouais, d'un hôtel cheap, etc. Là. Tu es toujours en train de regarder le rond-point, des ronds-points de partout. C'est le mec, je sais pas, tu as envie de te servir 4, 5, 10 ricards, tu vas te torcher la gueule. Quoi. Je dis, alors autant anticiper, et tu vois, qui porte un regard un peu, tu vois, un peu ivre sur ce désespoir urbain quand même. Cet urbanisme de voirie qui salit la France, qui enlaidit notre si beau pays, hein, qui nous rend fous de colère, c'est assez irréversible. Et moi j'ai compris pourquoi, parce que les ronds-points ne sont pas soumis à permis de construire. C'est extraordinaire. Les gens qui les programment sont en même temps ceux qui les budgétisent, qui sont en même temps ceux qui les étudient, et en même temps ceux qui en sont les maîtres d'œuvre. C'est fabuleux quand même. Hein? C'est pour ça qu'on a des ronds-points qui s'associent les uns aux autres comme les anneaux olympiques maintenant. Alors c'est viril, c'est pour dire aussi que je suis un homme, moi aussi, je sais faire des choses comme ça, en béton, hein, à coups de canon. Voilà. Et puis après, j'ai eu un doute, et dedans, j'ai fait autre chose. J'ai retrouvé ma nature. Le pompiérisme qui m'habite. Hein? C'est pas loin de Maucli quand même, hein? De Moki, attention, Satan. Hein? Voilà. Oh là là. Il y en a un qui joue du... Alors ça, c'était pour montrer que j'étais à l'écoute de toutes les expressions politiques. Il y en a un qui joue du pipeau à droite, il y en a un qui joue du violon à gauche. Là est toute la violence de mon engagement politique. Avec des étoiles. C'est pas beau ça? C'est un staffeur. Je l'ai fait pour faire travailler. Quelqu'un a dit non, ben je vais te dire, tu sais pourquoi j'ai fait ça? C'est pour faire travailler M. Turcot, un staffeur de Toulon. C'est la 3e génération, il a 80 berges, il travaille avec son fils maintenant. Et régulièrement, je lui donne du boulot, tu vois, pour pas qu'il ferme, parce que j'ai peur qu'il ferme.
Tu te rends compte? Il sait tout faire, ce staffeur. Voilà. Et je suis prêt à faire n'importe quoi, t'entends, pour défendre son métier de staffeur. Et je suis prêt à me barbouiller de partout, tu vois. Des étoiles, des anges, des pipeaux, des angelots, des corniches, des diables, des démons, tout. Je suis prêt à tout faire. J'ai pas de figure. Voilà. Voilà. Parce que j'ai un mauvais fond. Et je suis profondément malhonnête. C'est ça. Et le rectorat, tiens. C'est du... Voilà les images. Ça ressemble là quand même, hein. Non? Tu vois, tac, tac, tac. Hein? Ricciotti, escroc. Et alors c'est quoi? C'est du béton fibré ultra performant aussi. Voilà. Un budget quand même assez raisonnable, hein, assez cheap, puisqu'on a construit ce bâtiment à... Putain, je sais plus combien, attends, c'était vraiment pas cher. Hein. Il a pris le bouillon, l'entrepreneur, hein, c'est Eiffage. Hein. Là-dessus, je suis pas fier d'ailleurs de ça. Je crois qu'on n'a pas vocation, nous, à faire perdre de l'argent aux entreprises, je le dis. Moi, je travaille avec tout le monde en France, Eiffage, Vinci, Bouygues, Léon Gross, etc. Ma préoccupation, c'est d'éviter que les entreprises perdent de l'argent. Ça vous va d'écouter ça, les jeunes? Hein? Si vous voulez continuer à vivre et à exister, vous avez intérêt à éviter de faire prendre le bouillon aux entreprises. Parce que ce n'est pas une fierté de mettre une entreprise sur le tapis, d'accord? Et de faire des faillites sur un chantier. Ce n'est pas une gloire. Hein. Vous n'êtes pas payé pour tuer les gens. Hein. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut taper dans la caisse. Hein. Hein? Ça, c'est l'ouvrant-pompier. Ça vous arrive de faire des détails. Hein? Ça fait chier. L'ouvrant-pompier, c'est tout ça. Voilà. Donc, autant qu'à faire, les détails, autant qu'on les fasse pour que ça serve à quelque chose. Si c'est pour faire du cirque, c'est pas la peine. C'est marrant parce que les palissades de vol, ça ressemble au bâtiment, je trouve. Hein? Ça, c'est la perspective. Alors, Menton, c'est une œuvre permanente qui est la collection Séverine Wundermann, un collectionneur américain qui l'a donnée à la ville de Menton, collection qui réalise le musée Cocteau. Donc, c'est un musée circonstanciel comme contextuel. Contextuel parce que d'abord, il est sur un territoire difficile entre la mer et l'épaisseur historique de la cité, donc c'est lourde responsabilité de bâtir là. Et puis en même temps circonstanciel parce qu'il y a une collection permanente. Donc moi j'ai pensé immédiatement à l'idée de trouver ce bon prétexte pour refuser d'être minimaliste, globalisé, tu vois, etc. D'être dans un récit de narration, et évidemment j'ai pensé très vite à La Belle et la Bête qui m'avait impressionné quand j'étais enfant. Cet univers de reflets, de clair-obscur, de chandeliers, de noir, d'argent, de chevelure, de poulpes, de pieuvres, enfin de bestioles, quoi. Voilà. Évidemment, c'est encore un travail de maçon dont je vous laisse apprécier la qualité. Vous voyez, le minimum n'est pas le minimal. C'est pas la même chose. C'est sexy, hein, quand même. Hein. Mon côté féminin. Je le dis aux jeunes, les architectes détestent ce bâtiment. Ils détestent. Allez donc savoir pourquoi. Hein? Il faut que vous sachiez que c'est un mauvais rectangle, c'est un trapèze déformé, parce qu'on a glissé le terrain. Je n'ai pas suivi le schéma du concours. C'est sur l'ancienne station d'essence, et puis il n'y a plus de voirie, c'est un bordel. Donc je l'ai décalé pour permettre la lisibilité sur ce magnifique marché couvert du 19e. Sinon, le bâtiment n'aurait pas été là, il aurait été là. Donc, je l'ai décalé pour qu'on fasse un parvis, un galet, voilà. Et en même temps, il s'est mis en difficulté parce qu'il est allé au bout de la parcelle. Il n'y a pas de voirie, c'est pas n'importe quoi. Il s'est mis au bout de la parcelle et il a accepté cette réalité. C'est aussi la réalité d'un projet
de se sacrifier hein, par rapport à une difficulté foncière. Vous avez vu les vitrages qui disparaissent? Je vous dis, si on fait des détails, c'est pour que ça serve à quelque chose. C'est pas pour articuler une espèce de névrose, dans une névrose au terme de laquelle il n'y a pas de plus-value en particulier. Il est interdit, moi quand je m'en rappelle, j'étais étudiant, on me disait ouais, il faut travailler 1 mois sur un escalier. Non, il faut travailler 1 heure sur un escalier, ça suffit. Hein. D'accord? Ça sert à quoi travailler 1 mois sur un escalier? C'est décadent. Il faut travailler sur des causes justes, opératives, efficaces, pragmatives. Hein? Par exemple, il faut travailler sur comment on fait pour avoir une toiture de béton arrive à fleur, où est l'étanchéité. On m'a posé 10 fois la question, mais je ne vous le dirai pas, c'est pas la peine de me poser la question. Il n'y a pas la peine que je me lève le cul pour tout raconter ensuite. Hein. Bon, voilà. Eh bien, s'il y a l'étanchéité, démerdez-vous. Voilà. Donc là, c'est le parvis, voilà, en galet avec un dessin de Cocteau. François Chalin a dit, que j'énerve beaucoup, il a dit on dirait un poulpe congelé, dans une boîte à plastique. C'est pas con, hein? C'est pas con, il y a de l'idée, hein? Ah, mais lui, c'est sensuel, c'est pas pareil, attends. Bon. Mais autour de moi, les poulpes, je les chasse plus. Vous savez qu'il ne faut pas manger les poulpes? Parce que c'est un animal très intelligent, la poulpe. Les tentacules, les ventouses sont des neurones. Vous connaissez l'expérience, je vous dis. On a fait une expérience avec un poulpe, on l'a mis dans un aquarium. Dans l'aquarium, on a mis un bocal en verre transparent. Dedans, on a mis un appât, on a fermé le couvercle circulaire. Et le poulpe, il a fait le tour. Il a compris que c'était un solide. Il a compris qu'il fallait qu'il rentre dedans. Il a dévissé le couvercle pour prendre l'appât et le manger. Donc, interdit de manger du poulpe dorénavant. Moi, avant, j'en chassais, puis j'habite à Barbados, je ne le fais plus. Hein. Il ne faut pas manger le poulpe. Il est plus intelligent que le dauphin, vous vous rendez compte? Mais quoi? Il faut respecter un peu hein, les poulpes. Bon, des perspectives de concours. Il y a des petits concours comme ça aussi qui ne sont pas forcément des choses, tu vois. Il n'y a pas que des gros projets, il y a aussi des petits projets. Vous savez pas pour qui? Non, mais c'est la perspective qui fait gros, hein, mais... Non, mais je veux dire, ouais, des projets à moins de 10 millions, tu vois, c'est... d'honoraires, je voulais dire. Hein. Et ils emmerdaient sur le béton, vous voyez. Voilà. Ça, c'est parce que l'entreprise ne m'a pas écouté. Voilà. Et qu'est-ce que je fais maintenant, hein? Il dit, je vais mettre de la peinture. J'en veux pas ta peinture de merde, con. Qu'est-ce qu'on fait hein? Il détruit. Non, je ne détruis pas. Moi, ça fait 33 ans que je fais ce métier, j'ai jamais rien fait détruire. Jamais. C'est mon honneur. Je n'ai jamais rien fait détruire. Voilà. Merci. Il y a un entrepreneur dans la salle. Hein? Il y a un entrepreneur dans la salle. Quand je me suis fait enculer, c'est trop tard. Voilà. Et là, je me suis fait donner quelque chose de bien. Hein? Et pourtant, je lui ai dit... Hein? Et là aussi, hein? C'est du béton blanc. Qu'est-ce que je vais faire maintenant hein? À côté, c'est un projet de Roland Castro. Là. Ça, pourquoi vous riez? Attends. Je dis c'est un projet de Roland Castro, qu'est-ce qu'il y a? Attends. Voilà, voilà c'est autre chose. Ça, c'est, vous voyez, l'avenue du Luth. Geneviève, là, tout ça, là. C'est l'avenue Lénine. C'est incroyable, hein? C'est l'avenue Lénine. Parce que là-bas, c'est des marxiens, hein, encore. Hein? Tu vois, c'est Ho Chi Minh. Voilà. Bon. Et j'ai gagné ce concours, et puis le maire m'a demandé de venir présenter le projet à la population. Toi, je me retrouve dans l'hôtel de la mairie, une salle de réunion monumentale, un truc incroyable. Et puis il y a le maire qui est là, tous les gens, ils sont tous là à écouter. Si le maire sourit, tout le monde sourit. Si le maire fait la gueule, c'est comme la Corée du Nord encore. Hein, il parle, les gens, oh, il lève la main, silence, tu vois, bon. Il me dit Rissotti, il a présenté le projet. Alors moi j'ai dit, écoutez, étant donné qu'on est
au terme d'un voyage de la sensibilité supraréaliste, l'avenue Lénine qui ondule comme ça, avec 10 000 fenêtres identiques, la marque d'une conscience collective, d'une conscience sociale, générique, partagée, blablabla. Au bout, un projet petit bourgeois, maniériste et réactionnaire. Et là, il me regarde avec des yeux comme ça. Il était mort de rire. Et puis, alors, tout le monde s'est mis à rire, parce que le public, d'abord, voilà. Donc, ça, c'est les images. Parce qu'il faut mettre une coupe de temps en temps, parce que sinon, s'il n'y a pas de coupe, vos professeurs, ils vont dire Ricciotti comprend rien à l'architecture, il ne faut pas de coupe, il est con, un salaud. Ah, une coupe. Une coupe. Alors, attendez, la coupe. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Ça, c'est le premier étage. Ça, c'est le deuxième étage. Et ça, c'est le troisième étage. Et ça, c'est l'attique. Et là, il y a un jardin. Et voilà. Tac. 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 Et tac. Alors, il faut essayer quand même de se rendre compte des phénomènes constructifs dans des fenêtres comme ça. Hein? Ça fait presque 11 mètres. C'est pas tout de rigoler, là. Hein? Bon, c'est un problème. Alors, tout ça, cette espèce de tableau qui est à mi-chemin entre Lucio Fontana et je ne sais pas quel autre travail, fait que ces façades sont raisonnées comme des poutres. Et que ces poutres ne peuvent être ferraillées qu'une seule fois. Et qu'elles ont été ferraillées par terre, puis montées à la verticale. Vous imaginez les problèmes de déformation lorsque tu ferrailles sur combien? Ça fait 18 mètres presque, je crois. La plaque de ferraillage d'une façade entière est relevée comme ça. Vous imaginez, l'entreprise est héroïque. Merci, entreprise. Je vous cirerai les pompes tant que vous voulez. Voilà. Et voilà. Donc voilà, on n'a pas les planchers encore à l'intérieur. Là aussi, on a des configurations de contournement provisoire des façades qui sont quand même assez gratinées. Hein. Dommage, je n'ai pas de photos des ferraillages, des levées de ferraillage, c'est très très beau. Ça, c'est juste un musée, c'est à l'appel d'offres. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à gauche. On a des structures, vous les voyez là dans sa disposition, voilà, ces poteaux, très jolis poteaux en béfuc. Regardez, avec ici une section variable, comme si c'était une ossature en fonte, parce que les efforts à l'encastrement en haut et en bas ne sont pas les mêmes que les efforts pris au milieu. Et donc, c'est du béton qui ressemble à de la fonte, mais qui travaille comme de la fonte. Ça, c'est un concours que j'ai perdu. C'était aussi un exercice sur le béton avec des boîtes qui fonctionnaient comme des poutres, avec les planchers eux-mêmes qui fonctionnaient avec une nervure haute, une nervure basse, avec une précontrainte transversale et longitudinale. Enfin, tout ça, c'est un peu compliqué à expliquer. Avec la maille qui faisait le transfert des charges du double plancher du dessus, du double plancher du dessous. Bon. On m'a dit, ouais, votre projet, on voit que vous étiez charrette, il n'est pas fini, il manque les garde-corps. C'est mes confrères du jury qui ont dit ça. Ce sont des échasses. Chaque tronçon ici, la longueur de là à là, c'est la longueur de là à là, et ainsi de suite. Et la largeur, c'est tous les mêmes répétitifs. Voilà. Okay. Les charges sont réparties sur chaque travée. Ça, c'est un appel d'offres. Ça fait 4 millions d'euros à peu près. C'est fascinant de faire des ponts. Moi, je vous encourage à vous intéresser à l'ingénierie des ponts. C'est vraiment fascinant. Bon, il faut bosser avec des bons ingénieurs. Hein. Parce que si vous êtes avec des comiques, vous avez droit à un mur. Vous voyez la densité de ce béton
est tel qu'on dirait de la peau. Il a la densité de la peau. Vous pouvez le toucher, c'est la même douceur que la peau. Je ne la connais pas. Je pense que c'est la copine du photographe. Voilà. Le pont du diable, il porte bien le nom, hein, vous ne trouvez pas? Regardez. Hein, on voit pas. Ah, il n'y a pas la photo en entier, là. Ouais. Ces trous que vous voyez sont des trous qui servent à sortir les éléments des moules. Puis il y a d'autres trous qui servent à les retourner. Puis d'autres trous qui servent à les transporter. Et puis d'autres trous qui sont faux. Pour faire de sorte qu'on ne comprenne pas le processus industriel. Et les trous qui sont faux ont été posés avec des aimants, des réservations à l'usine, selon des territoires prédéfinis. Voilà. Bon. Là aussi, je me suis fait jeter parce qu'ils ont dit mais c'est pas une fiole, une bouteille d'alcool quand même, l'église. Vous trouvez que ça ressemble à une bouteille d'alcool, vous? Franchement. Ouais, tout ce que je voulais faire, c'était la robe de Shanghai, vous savez, qui permet. Vous savez, la robe de Shanghai, c'est ça qui est fondue, là. La lumière qui rentre dedans, façon Indiana Jones. Voilà. Enfin, heureusement qu'on a perdu quand même. Je fais le malin devant vous, là, parce que vous êtes des jeunes. Hein, mais c'est infaisable. C'est totalement infaisable. En béton blanc, béfu, béton passant, tout ce que tu veux. Ça fait rien. Ça veut de la gueule. Ça, par contre, on va le faire. La cathédrale, l'image, c'était des gens qui étaient du côté des bouts de Provence et qui mettaient l'image, le spectateur au cœur de l'image. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Vous voyez, il y a de la terre par terre, et on projette des images sur la terre, sur le ciel, sur les murs, de partout. Il n'y a pas d'étanchéité, il n'y a pas d'isolation thermique, il n'y a rien. C'est une carapace brute. Et dedans, il y a des images. Voilà. À gauche, il y a un petit bloc administratif cafétéria. Voilà. Ça, c'est une cave. Voilà. Souterraine. Il y a déjà un château au lointain. Vous voyez? Il est là, le château. Non, on ne le voit pas sous cette perce. Il y a déjà un château. Donc, je ne voulais pas qu'il y ait un second château. Je ne suis pas persuadé que la vocation de tous les vignobles soit de communiquer par une œuvre architecturale qui émerge comme un stylo dans la nature. Hein. Elle peut être dans un horizon souterrain. Voilà. Pas mal quand même, hein. Bon. C'est pas encore fait, hein. Là, on est parti d'un texte d'Ovide sur la définition de l'architecture. Le système forestier. On a pris des photos. On a pris des photos d'une forêt de pins en Camargue chez un ami, de pins à longiligne. Et puis on les a modélisés, donc on a un plan carré qui porte sur plus de 200 colonnes périphériques qui sont toutes dimensionnées évidemment à la limite du flambement. Mais l'ouvrage le plus superbe, c'est ça, ces planchers caissons en béton, dans lequel, des planchers orthotropes, dans lequel au niveau de l'axe neutre, on fait des trous alvéolaires avec des petites vannes, des obturateurs, pour pouvoir guider les flux, c'est-à-dire de l'air froid ou de l'air chaud. Un peu à l'image des planchers, vous savez, des planchers hydrauliques à Rome, hein, qui distribuaient du chaud, du froid. Ça vous dit quelque chose quand même. Vous êtes déjà allé visiter, hein, l'architecture romaine. Hein. C'est plus important d'aller visiter l'architecture antique que l'architecture moderne. Hein. On ne vous le dira jamais, ça. Une reconstitution. C'est le dernier projet, comme ça vous allez pouvoir vous barrer. C'est un concours. Il
enfin, nettoyer un site, projeté à 15 ans, 20 ans, enfin bon. Et donc là, il y a un projet de... Parce qu'il y a eu l'apparition de la Vierge, là, dans le véridique, c'est vrai. Quand même, hein. Bon, l'apparition de la Vierge, c'est quelque chose. Donc le bâtiment est enterré, le terrain naturel est là, voilà, ça c'est enterré, et là c'est mono-orienté. C'est sur un site alpin quand même, hein. Il faut savoir qu'on ne peut pas venir avec des gros transporteurs, il faut tout faire in situ. Alors la question de faire in situ du béton, c'est pas simple. Et donc on a conçu un bâtiment qui est quand même, qui a une certaine radicalité constructive, vous allez le voir, avec des planchers, imaginez quand même la portée, je crois qu'on a 28 mètres, et l'idée, voilà, pour donner l'échelle mystique. Voilà. Et donc ici, là, on a conçu l'idée avec Romain Ricciotti, comme dans le livre de Pouillon, quand avec les frères consorts qui construisent les couvents, de faire venir tous les matériaux avec des petits porteurs, hein, des camions des 10 tonnes, quoi, des 9-10 tonnes, amener les graviers, le ciment, le sable, puis d'installer sur place une petite centrale à béton, etc. Mais surtout, de coffrer avec des étaments en bois toute la dalle, de le ferrailler et de le couler in situ. Sauf que tu ne coules pas une dalle de 28 mètres in situ comme ça, parce que d'abord, il y a de la flèche, et puis sinon, après, il y a du fluage, et puis après, il y a des fissurations qui peuvent devenir préjudiciables. Donc, pour éviter ça, et pour éviter de surferrailler et d'arriver à une espèce d'oxymore constructif, l'ingénieur a eu l'idée de faire passer dedans une gaine, se forme comme ça, là, on dit, il y a une définition géométrique, une gaine, la géométrie, oui, pas sinusoïdale, parabolique, voilà, parabolique, qui monte sur les appuis, je vous ai dit une bêtise, qui monte sur les appuis, redescend en travers, remonte sur les appuis, effectivement tous les 20 cm, de couler le béton, et puis, et après, d'exercer de la post-contrainte sur les câbles. La machine pour tirer les câbles, elle n'est pas plus grosse que ça, elle doit faire 60 cm. Voilà. Il va faire de la post-contrainte in situ, c'est-à-dire avec des moyens archaïques d'être dans du low-tech, avec des raisonnements de très haut niveau. Voilà. Je crois que c'est très important de se mettre à la portée du site, du contexte, de la narration constructive. Hein, et pas de se servir de l'impérialisme des matériaux pour foutre le bordel et pour essayer de faire peur. Parce que je pense qu'une des névroses de l'architecture contemporaine, c'est de vouloir faire peur, de vouloir impressionner, hein, de vouloir impressionner les enfants. Voilà. Ça, c'est différentes heures, il y a un modèle numérique qui nous donne des reflets derrière, voilà. Bon, rassurez-vous, je l'ai perdu. Mais voilà, j'ai fini. Merci.